En 1967, Ralph Baer, un ingénieur juif et ses associés créent la Brown Box, une simple boîte en bois avec deux manettes, si on peut appeler ça des manettes, et sur laquelle on pouvait jouer à quelques jeux. Les dames, un jeu de tir, du golf, 4 jeux de sport différents et le plus iconique, Pong, qui s'appelait pas encore comme ça à cette époque. Ça a beau n'être quelques points blancs sur fond noir, ça reste l'ancêtre du jeu vidéo tout entier. En 1972, une compagnie s'appelant Maniavox parvient à commercialiser la Brown Box sous le nom de Maniavox Odyssey. Elle est légèrement différente d'un point de vue design pour plaire aux clients, mais en gros, c'est la même chose. En parallèle de tout ça, en 1952, un jeu est bel et bien sorti sur un ancêtre des ordinateurs, LEDSAC, développé par un certain Alexander Douglas, c'est OXO, un ancêtre du Morpion actuel. Mais si on veut un véritable jeu interactif, il faudra aller 10 ans plus tard pour le jeu Space War, un jeu de combat spatial. Et encore, à côté de tout ça, ce sont les jeux d'arcade qui se développent avec le tout premier jeu commercialisé par Ted Dabney et Nolan Dabney, Computer Space. Malheureusement, ce ne fut pas un grand succès pour les futurs créateurs d'une compagnie de jeux vidéo connue par la suite. Heureusement, ils se remettent de cet échec et sortent un an plus tard, en 1972, l'un des jeux les plus iconiques de nos jours, le fameux Pong. Ah, parce que vous pensiez que c'était la Maniavox qui avait créé ce jeu? Et bah eux aussi, figurez-vous. Ils ont lancé un procès aux deux créateurs qu'ils vont gagner par la suite. Donc, ça nous fait deux frises différentes, les jeux d'arcade et les consoles. Bah oui, parce que les PC, on s'en fout un peu. Eh bien, je vous propose de commencer avec le plus iconique, les arcades. Comme on a dit, la Computer Space, sortie en 1971, est la toute première machine d'arcade, présente dans certains bars. Après leur succès avec Pong, malgré le procès du coup, Ted et Nolan se regroupent avec plusieurs associés pour former le groupe Atari. Et alors là, c'est un âge d'or pour eux. Space Race en 1973, suivi de Gotcha, un précurseur d'une certaine boule jaune, pour finir par Breakout en 1976, qui a, pour l'anecdote, été développé avec Steve Jobs, ouais, lui-même. Malheureusement, après ça, Atari a plutôt disparu de la scène des arcades, laissant en 1978 la place de numéro 1 au groupe Taito avec le jeu Space Invaders. Je pense que vous le connaissez tous. Ce petit vaisseau et surtout les extraterrestres sur lesquels on doit tirer sont devenus iconiques. C'est également le premier jeu sorti avec une courbe de difficulté puisque les ennemis accélèrent au fur et à mesure des niveaux. Entre 1978 et 1980, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant, à part à la rigueur un jeu du nom de Berserk, qui est le premier à utiliser des voix. Les robots disent Intruder Alert. Heureusement, le 22 mai 1980, le jeu d'arcade le plus iconique et qui est encore à ce jour joué est créé, Toru Iwatani. Voilà le nom du créateur de Pac-Man, un jeu tout simple qui est le premier à impacter un large public, notamment les femmes. En plus de ça, si vous ne le saviez pas, dans Pac-Man, les ennemis ont une personnalité différente. Le rouge poursuit Pac-Man, le rose le tient en embuscade, le bleu est aléatoire et le orange fait semblant de l'ignorer avant de le poursuivre. C'est une véritable révolution, et c'est pas fini, car un an plus tard, 3 autres mastodontes sortent. Galaga, bien qu'un peu oublié aujourd'hui, il faisait sensation à l'époque, Street Fighter, une licence de combat légendaire et pour le coup encore d'actualité, et surtout, l'ancêtre de l'un de nos personnages de jeux vidéo préférés. Son nom était Jumpman, et son but à l'époque était de sauver la princesse Pauline des mains de cet horrible singe en évitant ses tonneaux et en grimpant aux échelles. Je parle bien évidemment de Donkey Kong. Mais parler de l'arcade, c'est aussi parler de certains joueurs, certains qui sont légendaires. Billy Mitchell, qui en 1999 a réalisé une partie parfaite de Pac-Man avec 3 333 360 points. Steve Wiebe, rival de Billy Mitchell sur Donkey Kong, premier au monde à avoir atteint 1 million de points sur ce jeu, et héros du documentaire The King Kong, sorti en 2007. Et pas pour les mêmes raisons, mais il y a aussi Todd Rogers, qui a longtemps été considéré comme le meilleur joueur d'arcade du monde, mais qui a été déshonoré dû à sa triche sur le jeu Dragster, car son record de 5,51 secondes c'était impossible. Il y a aussi eu la plus grande compétition d'arcade du monde, la Twin Galaxy Video Game Masters Tournament. C'est très long. Il y en a eu plusieurs, mais c'était l'événement de référence pour les joueurs. C'est là-bas que se sont établis plusieurs records du monde. Bon, du côté des compètes, il y a eu des flops aussi. En 1983, un tournoi nommé The Electronic Circus devait se mettre en place. Ça promettait d'être exceptionnel, mais faute de moyens financiers, ça n'a pas marché. Malheureusement, après les années 90, malgré la sortie de Pac-Man et Donkey Kong, l'industrie de l'arcade commence à s'épuiser, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les bornes deviennent de plus en plus chères, que ce soit à acheter ou à entretenir. Ensuite, bien qu'au Japon elles ont survécu plus longtemps, notamment grâce à Dance Dance Revolution et Tekken, en Occident elles ont quasiment disparu après les années 2000. C'est donc ici que s'arrête notre frise. Mais la fin des bornes d'arcade se fait au profit des consoles de jeux, et c'est de ça dont on va parler maintenant. On retourne direct avec les originaux. En 1975, Maniavox va sortir les consoles Odyssey 100 et 200.
mais on retrouve aussi Atari et sa Atari Home Pong, une console avec un seul jeu, Pong. D'ailleurs, sur les Magnavox Odyssey 100 et 200, la console était tellement nulle qu'il fallait poser un calque sur l'écran pour avoir une impression de graphisme. Enfin, pour terminer cette première génération de consoles, bien qu'elle ne soit sortie qu'au Japon, il y a une petite entreprise qui existe encore de nos jours, même si elle n'est pas très connue aujourd'hui. Elle a sorti quelques bons jeux. Cette entreprise, c'est Nintendo. Et en 1977, ils sortent la Color TV Game, une console qui a le mérite d'avoir l'un des tout premiers jeux de course en 2D, Racing 112. Ensuite, on passe à la deuxième génération, entre 1976 et 1992. Et vous allez voir que cette période a été très mouvementée. Déjà, tout le monde va avoir une console désormais. Mattel, Coleco, Intellivision, considéré comme étant le rival d'Atari, c'est un gros bordel. Malgré tout, on note la première grosse avancée, la Fairchild Channel F, qui introduit les premières cartouches de jeux vidéo. Mais malheureusement, puisque l'être humain a toujours tendance à tout gâcher, l'Atari 2600 sort. Une console très célèbre de nos jours, mais pas pour les bonnes raisons. Pourtant, ça partait bien. Ils avaient tout ce qui a fait le succès de la boîte. Space Invaders, Pitfall, précurseur des jeux de plateforme, Adventure, l'un des premiers jeux, d'aventure. Même s'il était moins bien que sa version arcade, il y a eu un portage pour Pac-Man. Bref, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner, C'est simple, un film. Vous connaissez tous cette histoire si vous vous êtes déjà intéressé aux jeux vidéo. En 1983, Atari décide que ce serait cool de se faire encore plus d'argent, non? Du coup, ils voient le film E.T. et ils se disent ça va marcher. Mais évidemment, pas question de mettre du temps dans le développement, non, ça ferait perdre bien trop d'argent. Allez, on va le faire en 5 semaines. Évidemment, résultat, le jeu est infâme. On ne comprend absolument rien, personne ne veut du jeu et par honte, les cartouches restantes sont enterrées dans une décharge au Mexique. Mais si ce n'était que ça, Atari serait juste tombé dans l'oubli. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça. Il y a juste trop de consoles, trop de jeux, trop de plagiat. On compte plus le nombre de Pong qui ont un nom différent. Du coup, les entreprises perdent la confiance des joueurs et le marché s'effondre. C'est là crise de 83. Mais il y a un mais. Parce qu'une petite entreprise du nom de Nintendo va faire le meilleur move possible. En 1983, ils avaient sorti une console nommée la Famicom. Et vu que les magasins ne voulaient plus de console, ils ont hésité à la sortir aux États-Unis. Mais finalement, ils le font en changeant son nom. La Famicom devient la très connue Nintendo Entertainment System, la NES. Et vous la connaissez très bien, la NES. Vous la connaissez, même si vous ne l'avez pas. C'est sur cette console qu'est apparu pour la première fois un certain Italien plombier et avec son iconique casquette rouge. C'est le début de Super Mario Bros. Et ce jeu, c'était une révolution. Contrairement aux autres jeux d'arcade assez répétitifs, celui-ci avait des secrets et des niveaux variés. Tout le monde voulait une NES pour jouer à Mario Bros. Résultat, les entreprises sont rassurées par Nintendo et le marché peut reprendre tranquillement. Et c'est pas fini pour la NES. On a eu le premier The Legend of Zelda, le premier Metroid aussi. C'est à cette période que le grand rival de Nintendo fait surface, Sega. Alors au début, c'est pas trop ça. La Master System de Sega n'avait aucun jeu iconique. Sérieux, est-ce que quelqu'un se souvient de Alex Kidd in Miracle World? Et c'est normal, à la base l'entreprise ne faisait que des arcades, alors que à l'inverse, Nintendo avait tout. Mais ça, c'était à la fin des années 80. Maintenant, on arrive aux années 90. Et là, c'est le début de la vraie guerre. Sega sort la Mega Drive, aussi appelée la Genesis en 1990, et pour Nintendo, c'est la Super NES qui arrive en 1992. Et cette fois, c'est pas un flop pour Sega. Non, c'est pas un flop, parce que bien que Nintendo continue sur leur lancée en sortant Super Mario World, l'un des jeux de plateforme les plus appréciés du monde, leurs rivaux font quand même un coup de maître, puisqu'en 1991, on rencontre pour la première fois le hérisson le plus rapide du monde, Sonic. C'est à ce moment-là que Sega commence à vraiment attaquer directement Nintendo. On se souvient tous de la pub Genesis does what Nintendo don't. Ça devient le symbole d'une console cool. Malgré tout, ils se font défoncer par les classiques que sortent l'équipe d'en face. Entre Mario Kart et Donkey Kong Country, clairement, ils ne pouvaient rien faire. Et c'est pas fini. C'est évidemment que c'est pas fini. Parce que Nintendo a eu une très bonne idée. On va remonter un peu en 1990. En Europe, on reçoit quelque chose d'innovant, la Game Boy. Et c'est sympa la Game Boy. On peut jouer avec ses potes et tout. Bon, on va pas se mentir, elle a été très vite oubliée. Mais jusqu'en 95 seulement. Parce que sort un jeu qui est désormais la licence de jeu la plus lucrative. Vous aurez compris, Pokémon est arrivé sur le marché et là c'était une claque. Sega aura tenté de rivaliser avec une autre licence que vous connaissez sûrement aussi, Digimon, mais soyons honnêtes, ils ne pouvaient rien faire. Et en 2001, après l'échec de la Dreamcast, ils annoncent arrêter la production de consoles. Mais il faut pas retenir que les mauvaises choses chez eux, parce qu'ils ont quand même fait des classiques. Mais maintenant qu'ils ont coulé, revenons encore un peu en arrière. Dans les années 90, Nintendo s'était allié avec une autre entreprise pour concevoir un lecteur CD pour la Super Nintendo. Malheureusement, ce projet a échoué, et l'entreprise Sony décide de créer leur propre console.
C'était la PS1 en 1994. Et là aussi, quel classique! Hop, là comme ça, on a Resident Evil, on a Metal Gear Solid, on a Crash Bandicoot. C'est la première fois qu'une console utilise des CD-ROM pour leurs jeux, à la place des cartouches habituelles. En plus de ça, ils ont réussi un exploit. Ils ont gagné face à Nintendo. En 1997, la Nintendo 64 sort, et c'est célèbre la Nintendo 64. D'abord pour Mario 64, le premier en 3D, mais aussi pour Zelda Ocarina of Time, ou encore pour GoldenEye. C'est forcément plus vendu que la PS1. Bah non, la N64 a écoulé 32 millions d'unités et la PS1 102 millions. C'est un écart titanesque. Pourquoi? Bah les gens en ont un peu marre de l'image enfantine de Nintendo. Du coup, ils sont tous allés voir Sony, et les développeurs aussi. Konami, Capcom, Square Enix, ils sont tous vers la PS. En fait, il y a une raison en particulier qui explique l'échec de la N64. Ils utilisent toujours des cartouches. Le problème, c'est que comparé au CD-ROM de la PS1, il y a beaucoup moins de stockage. Donc, pas de cinématique longue et c'est plus cher à fabriquer. C'est l'arrivée des années 2000, et pour fêter ça, Nintendo va se mettre à la page avec la très connue Nintendo GameCube. Incroyable, on a des mini-disques. Soyons honnêtes, le catalogue du jeu fait rêver. Mario Kart Double Dash, Zelda Wind Waker, Mario Sunshine, Smash Bros Melee, ça semble incroyable. Rien ne peut battre ça, pas vrai? 21 millions de ventes. C'est encore moins que la 64. Alors là aussi, pourquoi un tel échec? Eh bah pour les mêmes raisons. Les mini-disques, c'est bien, mais ça a toujours pas assez de stockage. Mais surtout, c'est cette image qui colle à Nintendo, une image enfantine, mignonne, mais pas grand public. Et aussi, elle est sortie au mauvais moment. En mars 2000, Sony continue sur leur lancée avec la PS2. Encore de nos jours, c'est LA console la plus vendue, avec 150 millions d'unités. Elle avait toujours des jeux de fou, GTA 3, God of War, Metal Gear Solid 2 et 3. Et c'est pas tout. Si vous avez regardé jusque-là, bah déjà, merci beaucoup, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Mais surtout, vous avez remarqué qu'il manque une marque dans l'équation. Pour compléter la Triforce, il nous faut la Xbox. Alors, si j'en ai pas parlé jusque-là, c'est pour une raison très simple. Microsoft ne faisait que des PC et j'ai dit que je n'aborderais pas cette partie dans cette vidéo. Mais en 2002, ils veulent s'imposer dans le salon des consoles et pour ça, ils sortent la fameuse Xbox. Avec un disque dur intégré, plus besoin d'acheter les jeux en physique. Résultat, 24 millions d'unités vendues dans le monde. Microsoft devient la référence pour des consoles puissantes. On a donc 3 marques différentes. Microsoft pour la puissance, Sony pour la technologie et Nintendo qui va tenter un pari risqué, mais on en parlera plus tard. Encore une fois, c'est la guerre et ça commence avec Microsoft qui sort la très connue Xbox 360 en novembre 2005. Elle devient très vite populaire chez les joueurs hardcore avec des jeux comme Halo 3, Mass Effect, Forza, etc. Un bémol cependant, le Red Ring of Death. C'était un problème matériel fatal qui touchait toutes les premières Xbox 360 du monde, qui se manifestait par 3 lumières rouges à côté du bouton d'alimentation, signe que la console était morte ou presque. Du coup, ça faisait surchauffer ta console jusqu'à briser les connexions internes. Microsoft a perdu 1,15 milliard de dollars pour gérer le problème. Ensuite, on a eu la PS3 en novembre 2006, une console très solide avec un catalogue de jeux exceptionnel, mais 599 balles, c'est beaucoup trop cher, elle n'a été vendue qu'à 87,4 millions d'exemplaires. Et enfin, la Wii, le pari risqué de Nintendo, misé sur l'innovation plus que sur la puissance. Et il faut croire que ça paye. Avec la Wiimote, tout le monde peut jouer, ce qui fait qu'elle touche un plus large public. Les jeux sont toujours aussi bien, Mario Galaxy, Zelda Twilight Princess, Smash Bros Brawl, 101,6 millions de ventes. Nintendo retrouve son sommet et Sony perd sa domination. Cette génération marquait également l'explosion du jeu en ligne sur console. Les FPS et jeux compétitifs deviennent les rois du milieu et c'est surtout la naissance de licences cultes, Assassin's Creed, The Last of Us, la série des Souls avec Demon's Souls. Un an avant la Xbox 360, Nintendo nous a offert une console très cool aussi. Un petit truc pas très connu, hein, la DS. C'est la console la plus vendue de Nintendo, avec 154 millions de ventes. Un catalogue de jeux très complet, compatible avec la Game Boy Advance qu'ils avaient sorti en 2001. Console ayant d'ailleurs le meilleur jeu Pokémon pour moi, hein, mais si je vous dis lequel, ça va encore partir dans une guerre interminable comme dans ma dernière vidéo. Bref, face à cette console portable, Sony tente de répondre en sortant la PSP, qui a plutôt bien marché faut le dire. 80 millions de ventes, c'est pas mal. Mais il est temps de passer à la génération suivante, avec un sacré flop de la part de Nintendo. Un flop que vous connaissez sûrement, la Nintendo Wii U. Ça doit faire mal à certains d'entre vous, mais oui, c'est un flop. 15 millions de ventes, c'est le plus petit chiffre de Nintendo pour les consoles salon. Du côté de Microsoft, ils sortent la console du mid, la Xbox One en 2013. La console n'apporte pas de réelle innovation et n'a pas de gros problèmes à part un prix plus élevé. 50 millions de ventes, c'est correct, mais à côté, on a Sony. Et je sais que vous allez vous sentir vieux, mais en 2013, il y a 12 ans, mais moi ça me fait mal, ils ont mis la PS4 sur le marché. Et là, c'est le succès. Ça répare les erreurs de la PS3. Ça propose un prix bien plus abordable avec une com bien plus claire. Le catalogue de jeux est toujours aussi exceptionnel, ça change pas. Horizon Zero Dawn, The Last of Us Part 2 et bien d'autres. Bref, grosse réussite, 117 millions de ventes.
Mais malheureusement, si on parle de succès pour Sony, il faut aussi parler de son plus gros flop. Et si la Wii U a fait mal à certains, pour celui-là, c'est à moi que ça fait mal. Avec à peine 16 millions de ventes, je parle de la PS Vita. Pourtant, elle avait tout pour plaire. Comme d'habitude avec Sony, les jeux étaient très bien, la console disposait d'un bel écran OLED avec un pavé tactile sur l'arrière, mais malheureusement, la carte mémoire était hors de prix et il y avait un cruel manque de gros jeux exclusifs. Et Sony a vite abandonné le projet. Oh, encore aujourd'hui, je regrette d'avoir vendu la mienne. J'aimerais tellement pouvoir encore jouer à Little Big Planet et surtout à Invisimals. Faudra vraiment que je fasse une vidéo sur ce banger un jour, mais je m'égare. Pour finir avec les consoles portables d'avant, 2 ans après la 3DS, Nintendo sort la 2DS, qui a plutôt bien marché. Elle avait le même catalogue de jeux que la 3DS et la DS, mais son prix était bien plus abordable, tournant autour des 100€. Avec tout ça, on arrive à notre génération. En 2017, après le terrible échec de la Wii U, Nintendo retourne au sommet grâce à la fameuse Nintendo Switch. Elle n'a pas d'amélioration spéciale par rapport à d'autres consoles, elle est juste faite pour du gameplay fun, pour que tout le monde puisse jouer. Évidemment, les jeux sont exceptionnels, Mario Kart 8 Deluxe, Smash Bros Ultimate, Zelda BOTW, 140 millions de ventes début 2025. Elle deviendra peut-être la console la plus vendue de l'histoire. Du côté des concurrents, c'est pas mal du tout non plus. La PS5 sortie en 2020 vend 55 millions de consoles, provoquant même une rupture de stock pendant 2 ans. Quant à Microsoft, ils sortent la Xbox Series X et Series S, l'une pour la puissance, l'autre pour un prix plus abordable. Et voilà qui conclut notre frise actuelle. Mais qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir? La Nintendo Switch 2 a déjà été annoncée, bien plus puissante que la précédente avec plein de jeux qui ont l'air super cool, notamment Deltarune. Il y a des rumeurs sur la PS6 qui pourraient arriver d'ici 2027-2028, mais Sony pourrait également se concentrer sur l'évolution de la PSVR. Et pour Xbox, c'est une bonne question. Peut-être une Xbox Series Z en mode portable, qui sait. L'avenir est tout tracé pour les consoles. Plus de puissance, plus de jeux, plus de fluidité, et c'est pas prêt de s'arrêter.